Bonjour Gilles Rouet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Gilles Rouet, vous êtes professeur des universités, directeur de l'ISM-IAE, de l'Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez dirigé l'ouvrage Classement des universités, CNRS édition Les Essentiels d'Hermès. Le sujet qui fâche, les classements des universités. Et pour ne rien vous cacher, en l'ouvrant, je me suis dit, ça va être très critique des classements. Eh ben, pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Enfin, il y a une perspective critique. Il y a une perspective internationale, c'est ça qui fait toute la richesse de cet ouvrage, mais vous terminez votre introduction en disant il faut qu'on soit fier de ce qu'on a fait. Alors expliquez-nous un peu le projet de l'ouvrage et les conclusions auxquelles vous arrivez. Mais si c'est critique, bien sûr que c'est critique, parce que je ne vois pas comment aborder n'importe quel sujet sans critique. Déjà, premier point, ça c'est logique. Et en plus, on a une histoire particulière en France avec les classements des universités qui font maintenant partie du paysage. En ce sens-là, bien sûr, la critique devient différente. Mais pendant longtemps, les universitaires ont négligé, critiqué, rejeté les classements. À juste titre, d'ailleurs, dans la plupart des cas, puisque... Les classements imposent une norme et il n'est pas question de se soumettre à une norme. Et puis en plus, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que tous les classements ne sont pas mus par les mêmes stratégies. Un certain nombre de classements sont dans des logiques de marché, avec des publics, le THE, le QS, etc. sont des classements qui ont des critères tout à fait discutables par rapport à l'objectif qu'on en fait. Le seul classement finalement factuel qu'on peut faire indépendamment de l'apport de toute université ou de tout établissement supérieur, c'est le Shanghai. Le Shanghai, c'est des critères factuels. Pour faire Nobel, ça, ben voilà. Donc là, à Saclay, il y a eu un nouveau prix Nobel, donc je suppose que ça va monter certainement. Mais c'est tout à fait intéressant, puisque les autres classements sont basés sur des logiques de réputation, de panels, qui sont difficiles à contrôler. Moi-même, je suis dans des panels, alors je raconte un petit peu n'importe quoi souvent, par rapport à ce que les gens doivent dire. Quand on me demande quelles sont les universités qui vous paraissent intéressantes en Europe, il y a tout un ensemble de logiques qu'on ne contrôle pas. Alors donc, pendant longtemps, on les a rejetés, les classements. Surtout qu'on n'y était pas. Alors on n'y était pas pourquoi ? On n'y était pas parce que c'est pas du tout notre modèle. Après-guerre, on a eu un modèle qui s'est différencié d'Humboldt finalement, qui s'est différencié de cette université de recherche. Humboldt avait une université humaniste de recherche avec une volonté qui est dans la loi française d'ailleurs, de former la citoyenneté, l'esprit critique, etc. C'est toujours dans la loi française, fort heureusement pour les universités françaises. Mais on s'est différencié parce qu'on a créé des organismes de recherche. Et comment faire pour classer par rapport à la recherche, par rapport à la performance, ça y est, j'ai sorti le grand mot, de la recherche, comment faire pour classer des établissements quand on a une disparité pareille ? On avait un problème en France. Surtout que l'OCDE s'y est mis à une époque, puis on a eu, à 2 reprises d'ailleurs, 2 rapports de la Banque mondiale, tout à fait intéressants, qu'il faut lire, qui dessinent un modèle, le fameux modèle qui deviendra le modèle de l'université intensive de recherche internationale. Je le dis pas dans l'ordre, c'est en anglais. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui peut correspondre plus ou moins à des choses qui se passent aux USA, chez les anglo-saxons, en Angleterre, etc., historiquement. Mais ce n'est même pas vrai parce que ça dénie leur propre histoire. Mais c'était quelque chose d'artificiel. Alors comment on fait par rapport à ça, quand les classements mettent l'accent sur un modèle abstrait tel que celui-là ? Et donc, la problématique, elle était là. C'est qu'à partir du moment où Shanghai est apparu et qu'il est rentré dans l'espace public avec tous les autres classements qui sont arrivés après, on a été inondé de ces classements dans le débat et l'espace public. Et à ce moment-là, la critique justifiée, il y a tout un tas de critiques des années 90, des années 2000, des années 2010, sont tout à fait justifiées par rapport aux critères. Qu'est-ce que veulent dire les critères ? Mais c'est des choses qu'on connaît, nous, universitaires, parce que la performance, c'est un joyeux débat en management, c'est clair. Et donc, on s'est dit au début, oui, c'est encore des indicateurs qu'on ne contrôle pas, ce qui est vrai, des critères, c'est le gouvernement des nombres de Suppiot, c'est effectivement cette façon de piloter le politique avec des indicateurs. Et donc, on l'a rejeté, à juste titre. Et puis progressivement, une politique depuis en gros Pécresse finalement est apparue pour nous rendre plus visibles. L'État s'est emparé du sujet. Le gouvernement, s'est emparé du sujet. Il fallait que les efforts de recherche en France, notamment par rapport à l'Europe à cette époque d'ailleurs, puisqu'on perd des pieds en Europe,
notamment sur les financements. Il fallait que ça devienne visible. Visible depuis la Lune, a dit un certain président. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'on y soit dans les classements. Et c'est là où, d'un rejet massif, de tous bords d'ailleurs, entre parenthèses, on est passé, non pas forcément à l'adhésion, on est passé à ce que j'appelle le cadre d'action. C'est-à-dire comment faire pour aménager nos systèmes. Aménager, pourquoi pas. Je l'ai pas écrit comme ça, mais aménager nos systèmes de manière à ce qu'on y soit dans ces classements. Et c'est tout le sens j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Sylvie Retailleau avant qu'elle soit ministre. Elle était à ce moment-là présidente de notre université, donc ça tombait bien. Et c'est en gros ce qu'elle dit, mais j'étais surpris par son discours. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que moi je voyais plutôt, c'est les vieux stéréotypes, hein, les scientifiques ils veulent des classements, les SHS ils les refusent et ils critiquent. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'il faut à la fois, on en est forcément redevable des classements parce qu'ils sont dans l'espace public, parce qu'ils nous animent, les classements, et on est bien content une fois qu'on y est. Ça, c'est la grande leçon. Hein, tous les gens que j'ai interrogés l'ont dit d'ailleurs. Mais il faut rester critique. Il faut rester critique par rapport à la volatilité, la réputation. Pourquoi est-ce que le QS classe? Pourquoi est-ce que le THE classe? Pourquoi est-ce que tous ces classements existent par rapport à leur propre marché? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bien sûr qu'il faut rester critique. Dans le cas de Shanghai, les choix des étudiants chinois. Hein, pour absolument. faire et donc il faut rester à la fois critique et vigilant, mais en même temps s'en servir. Et c'est ce qu'on fait maintenant. C'est ce qu'on fait maintenant. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, elle avait raison. Et je crois que, d'ailleurs, la piste qui est lancée sur la structure de Saclay, collective, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer un truc nouveau. On ne va pas rentrer dans des cadres existants. Hein, puisque si on prend un des critères, par exemple, qui est un critère fabuleux, une université intensive de recherche doit sourcer des étudiants dès la première année pour faire des thèses. Donc, un de leurs critères, bon, je ne vais pas détailler. C'est le ratio des étudiants inscrits en licence qui vont faire des thèses de doctorat. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Quand l'université française publique a une mission de former toute une génération de citoyens, de professionnels, etc. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut bien trouver des moyens. Alors, il faut à la fois en être, parce que c'est dans l'espace public et que c'est à la fois un totem et un symbole. Je pense que dans la critique des classements, on a oublié l'aspect symbolique des choses. Le gouvernement parlait non, bien sûr qu'il faut le dénoncer, bien sûr qu'il faut dénoncer les indicateurs sans fondement, les indicateurs sans critique, mais il faut reconnaître toujours le symbolique, de Girard, quoi. Voilà. Il faut toujours aller dans ce sens-là. On a besoin de symboles. On a besoin de ça. Pour comprendre les classements, pour comprendre d'où ils viennent, pour comprendre aussi peut-être avec lucidité comment on peut les utiliser, je vous cite, pour comprendre aussi la vision de notre ministre. Pour Sylvie Retailleau, présidente de l'Université Paris-Saclay, il s'agit même d'un défi fédérateur et motivant pour l'ensemble des communautés. Alors autant en être fier et assumé. Voilà, pour comprendre tout ça, il faut vous lire. Classement des universités, sous la direction de Gilles Rouet, les essentiels d'Hermès, CNRS Éditions. Merci beaucoup. Merci Gilles Rouet.